Bonjour à tous. Les autres participants pourront en cours s'ils se connectent un peu plus tard. Moi, c'est Anaïs. Je suis chargée de la communication chez Tree & Collect. Et donc, je vais animer le webinaire avec Christelle, que vous voyez également, qui travaille aussi chez Tree & Collect en tant que responsable réemploi ressources. Bonjour. Du coup, pour info, le webinaire est enregistré. Donc, vous pourrez le retrouver, on vous l'enverra en replay après le webinaire et vous le retrouverez également sur notre chaîne YouTube si vous voulez le revisionner. Je vois que les micros sont coupés, mais vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure dans le fil de conversation et on tâchera d'y répondre dans les 5 minutes de la fin du webinaire. Donc, le webinaire il porte sur la déconstruction sélective. C'est un sujet d'actualité puisque le décret officiel du diagnostic PEMD vient de sortir, donc, le 1er juillet. Depuis le 1er juillet, il est obligatoire pour un bâtiment déconstruit qui fait plus de 1000 m² de surface et pour les rénovations significatives. Je peux passer à la slide d'après. Merci. Chez Tree & Collect, on a un pôle de déconstruction qui s'est structuré il y a quelques mois, une petite année. Il est composé de 3 personnes. Donc, Timothée Barr, qui supervise la partie technique et déconstruction. On a donc Christelle, qui est avec nous aujourd'hui, qui gère la partie ressources et réemploi, qui recherche et qui coordonne les acteurs du chantier, et notamment de l'insertion. Et on a Francis, qui est donc conducteur de travaux, et qui est en charge de la sécurité, l'organisation, la logistique et le suivi du chantier, et qui encadre l'équipe de dépose sur le chantier. Pour présenter rapidement le périmètre de Tree & Collect sur la déconstruction. Donc ce périmètre il peut être ajusté selon le besoin du maître d'ouvrage et selon la qualité du bâtiment. Donc on a 3 types d'offres, le curage complet, qui reprend l'ensemble des PEMD, donc valorisables et non valorisables, qui inclut donc le réemploi, tout comme le curage partiel. Les deux nécessitent une équipe d'insertion professionnelle pour déposer les éléments de l'ouvrage. En revanche, le curage partiel ne concerne pas les éléments non valorisables, qui sont pour le coup gérés par le déconstructeur. Et enfin, on a la 3e option, donc le tri à la source, qui intervient lorsque aucun réemploi n'est possible sur le bâtiment. Donc, qui consiste en une solution de logistique de tri, collecte et valorisation. Et donc aujourd'hui, Christelle va vous présenter un retour d'expérience d'un de nos chantiers emblématiques de déconstruction sélective pour le client P2I. Merci Anaïs. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc l'idée de ce webinaire-là, c'est vraiment de repartir sur un retour d'expérience donc de Tree & Collect autour d'un chantier dans l'intitulé déconstruction sélective, mais là il s'agissait réellement de requalification de bureaux. Donc en fait dans ces opérations-là, il y a plusieurs niveaux, donc plusieurs offres également, mais aussi plusieurs niveaux. On peut avoir affaire à une démolition complète du bâtiment, mais également il peut y avoir une opération de démolition de réhabilitation ou alors une opération de requalification de bureau. Donc là l'idée c'était de mettre à nu l'ensemble des plateaux de bureaux pour garder donc l'enveloppe intacte et rendre l'espace de ce bâtiment-là avec vraiment une vision pour après se réapproprier le bâtiment en aménageant à la manière du nouveau propriétaire ou nouveau locataire. Donc cette opération s'est déroulée donc en mai de cette année. La maîtrise d'ouvrage donc était P2I, qui est un promoteur. L'ensemble du bâtiment avait une surface de 2700 m². Et l'idée, donc, c'était de pouvoir faire cette requalification sur 5 semaines. En fait, il y a eu 5 semaines de travail. Nous avons pu collaborer avec Prémisse, qui était donc le déconstructeur,
de cette opération, dans lequel nous avons déterminé ensemble en fait le périmètre d'intervention. Lui avait plutôt en charge le curage un peu plus lourd, en tout cas qui nécessitait une certaine mécanisation, et pour notre part plutôt de la dépose méthodique et du tri des déchets avec une forte valeur sociale, puisque c'était plutôt en faisant appel à d'une dépose manuelle. Donc le périmètre s'est déterminé de cette manière-là, pardon. Donc nous avons pu réaliser donc 3000 heures d'insertion professionnelle grâce à nos équipes de dépose. Un chantier qui a permis donc de gérer pour notre part en tout cas 140 tonnes de matériaux déchets, avec un résultat de 91% de valorisation, dont 30% de réemploi. Il s'est déroulé de la manière suivante, donc l'idée est vraiment d'être très pragmatique là sur notre présentation aujourd'hui. Dans un chantier tel qu'il est apparu, un diagnostic PMD, alors pas encore obligatoire à cette période-là, aurait pu être très utile. Ça n'a pas été le cas. Donc de cette manière-là, nous intervenons en fait vraiment grâce à une visite sur site qui nous permet d'identifier et de qualifier les matériaux et les déchets que nous allons avoir à gérer. Donc habituellement ou alors de façon un petit peu préférentielle, le diagnostic PMD est un très bon support, le premier support en fait d'analyse. Quand il n'est pas existant comme dans ce cas-là, il est important de faire de toute façon une visite des chantiers très précise pour pouvoir identifier les éléments. Donc à ce moment-là, on peut caractériser le potentiel de réemployabilité et de recyclabilité. Des carottages ou en tout cas des tests sont également nécessaires pour ne pas avoir de surprise avant les travaux, ce qui n'a pas forcément été évident dans ce cadre-là, puisque parfois le temps est très limité en fait entre la passation d'un propriétaire à un autre. Donc il faut s'ajuster, c'est pas toujours évident. Et puis la clarification du périmètre tel que je l'évoquais à l'instant. Ensuite, donc il a été nécessaire de déterminer, alors très en amont, là la particularité de ce chantier également, c'est qu'il a été en tout cas organisé 3 semaines avant le début des interventions, donc ça aussi, ça a nécessité une agilité assez importante. C'est un petit peu, alors là c'est une caractéristique pour ce chantier, mais c'est souvent quand même le cas dans lequel il faut vraiment être très opérationnel rapidement, et ce qui aussi a été intéressant de travailler avec le déconstructeur, de voir un petit peu l'agilité des uns et des autres sur la recherche de filières locales et des acteurs. Donc nous avons pu effectivement mettre en mouvement ces acteurs-là, et puis avons eu la possibilité donc de travailler avec Océan, qui est une structure d'insertion par l'activité économique, qui s'est positionnée vraiment sur la mission de dépose méthodique tout au long du chantier. Une réflexion aussi intéressante avec la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, qui a souhaité positionner des éléments à déposer pour du réemploi in situ. Ça a été intéressant à travailler, même si on se rend compte aujourd'hui que c'est pas forcément évident. On entre vraiment dans de nouvelles pratiques, donc il faut, en même temps que la phase opérationnelle, passer du temps aussi de sensibilisation et d'explication pour montrer un petit peu les contraintes techniques, parce que déposer un matériau, c'est bien, mais il faut pouvoir aussi le stocker et l'évacuer du bâtiment. Et puis voilà, cette anticipation de logistique des matériaux, conditionnement et transport, puisqu'on se décide vraiment dès le début du chantier pour positionner les éléments. Donc là, on a eu la possibilité de travailler avec 9 filières sur 10. Donc les acteurs locaux ont répondu plutôt assez vite et de façon positive sur bien la réception de ces matériaux réemployables qui ont été déposés. Donc voilà, vraiment un sujet très local et territorial, autant sur la dépose que sur les filières. L'organisation d'un chantier, de façon assez classique, hein, mais qui permet quand même de repositionner ce type d'activité au même titre qu'une activité de démolition en quelque sorte. Il y a toujours forcément un aspect sécurité, donc on s'intègre réellement aux travaux, on s'intègre aussi au planning du chantier, donc on est évidemment contraint à certains documents tels que les documents de sécurité, des documents aussi de traçabilité et de gestion tels que SOGEM
PEM ou le SOGED. Alors le SOGED est aujourd'hui plus connu, hein, puisque c'est le schéma d'organisation de gestion des déchets. Avec l'entrée, en fait, l'arrivée de ces PEM, produits d'équipement matériaux, qui vont être réemployables, on commence à structurer des nouveaux documents, puisque ces matériaux-là ont aussi une nécessité de traçabilité. Donc on organise et on glisse tout doucement ce type de documents dans le cadre donc, des échanges. L'inspection commune, évidemment, le planning et la méthodologie, qui est complètement intégré au planning de chantier, autant avec la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et le déconstructeur. Donc tout ça, ça nécessite une coordination importante. Et puis l'organisation des moyens humains, puisqu'on a nos équipes. Et on a également les équipes qui sont en place, là en l'occurrence avec le déconstructeur. Leur chef de chantier, et on doit vraiment se caler, on a dû se caler de façon très précise avec leur activité et leur planning pour faciliter la coactivité, qui c'est pas toujours évident, parce que quand on arrive avec une équipe de entre 8 et 10 salariés, ça nécessite vraiment des échanges importants, et le terrain voilà, est pas toujours simple à mettre en place, mais voilà, il faut ajuster la communication, ce qu'on a réussi à faire tout au long du chantier. Une fois que le chantier est lancé, il y a effectivement donc l'activité de dépose soignée, méthodique, préservante, dans lequel les équipes se mettent en place. Donc je vous parlais de la coordination fine, elle est avec l'équipe de terrain. Aujourd'hui, la manière dont on intervient, c'est qu'on travaille donc avec ces équipes de la dépose méthodique, dans lequel aujourd'hui, était constituée en tout cas aux séances une équipe de 8 à 10 personnes encadrées par un encadrant technique qui lui connaît bien aussi ses équipes et peut les accompagner tout au long du chantier. Et on avait donc nous de notre côté donc un conducteur de travaux qui est Francis, qui a permis d'avoir cette supervision en tout cas, et de faire cette relation également entre la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage et puis le déconstructeur sur place. Donc c'est un accompagnement nécessaire et une coordination qui est facilitante en tout cas sur le chantier quand chacun est à sa tâche. Pour ma part, qui avait plutôt un rôle de recherche de filières, enfin en tout cas de consolidation des filières parce qu'elles étaient pressenties dès l'amont, donc consolidation de ces filières et puis aussi gestion de la logistique, autant sur le conditionnement que sur le transport. Et ce chantier, on a eu la possibilité de travailler donc avec un stagiaire donc de la formation TVRB, technicien valoriste. Alors le R, j'ai un petit doute, du bâtiment. Peut-être que Jérôme pourra me compléter à la fin du webinaire puisqu'il est présent. Donc a pu, en tout cas, nous a bien épaulé sur cette opération-là, puisqu'il a pu être présent tout au long du chantier et voir aussi réellement comment pouvait se construire ce type d'opération. Qui faisait partie de la formation encadrée par Noria Formation. Donc aussi pour glisser le fait qu'aujourd'hui ce sont des nouveaux sujets, des nouvelles compétences qui sont les métiers de dépose méthodique, et c'est intéressant de se dire aussi qu'il y a des formations qui se mettent en place et qui permettent de faire monter tout le monde en compétences. Et puis le troisième volet sur ces suivis travaux, c'est évidemment le conditionnement des matériaux et le stockage temporaire in situ, qui n'est pas toujours évident à mettre en place. On a malgré tout sur ce chantier la chance qu'il fasse beau. Souvent les extérieurs sont aussi importants et intéressants. Alors c'est pas toujours possible parce que sinon il faut donc prévoir le mauvais temps, ce qui a pu être le cas un petit moment. Donc il faut penser à bâcher, protéger, trouver des solutions alternatives. Mais là le parking extérieur a été très favorable pour un stockage ex situ. Ensuite, on a utilisé différents engins dans lequel on a pu déplacer, puisque comme je le disais tout à l'heure, il y a la dépose en tant que telle, mais aussi il y a l'évacuation et le stockage qui est vraiment important. C'est cette logistique-là en fait du réemploi qui est essentielle à prendre en compte dans le cadre d'une opération. Donc là, on a pu effectivement mécaniser pour déplacer les plaques de placo, par exemple, et puis d'autres éléments aussi pour pouvoir suivre aussi la cadence du chantier. Voilà, et puis évidemment les réunions de chantier qui étaient régulières, donc une fois par semaine. Il a été essentiel et nécessaire de réajuster le périmètre, mais également les attentes et les besoins de la maîtrise d'ouvrage. Donc ça, c'est vraiment un point important dans lequel on a souhaité vraiment assister.
parce que si on ne suit pas au fur et à mesure les différentes interactions, on a un petit micro ouvert. Si on ne suit pas, le chantier peut vite glisser voilà, vers des fois des situations un peu problématiques. Donc voilà, on a assisté toutes les semaines aux réunions de chantier qui étaient organisées par la maîtrise d'ouvrage, enfin la maîtrise d'œuvre et le déconstructeur. Pour cette étape-là, une fois avoir pu déposer, donc qualifier, déposer les différents matériaux, il a été nécessaire donc de les évacuer, de les stocker. Et on a eu la possibilité, donc c'était, alors j'ai pas repositionné, mais donc c'était des anciens bureaux hein, du site de l'URSSAF à Nantes, donc avec une certaine qualité des matériaux, autant voilà sur les sols, plafonds et cloisons. Et donc on a pu déposer et préserver un certain nombre de matériaux. Donc là on voit les dalles, des dalles de faux plafond, les portes également, les cloisons. Un certain nombre d'isolants aussi qui étaient présents soit dans les cloisons modulaires ou alors en plafond. Quelques équipements sanitaires et les sorties de secours. Donc on était sur des éléments assez classiques aujourd'hui dans le cadre du réemploi, mais qui en tout cas ont pu être préservés. La difficulté vraiment dans une opération de requalification, c'est comme il n'y a pas d'ouvrants qui sont changés, on est obligé d'user un petit peu de stratégie pour pouvoir trouver une solution parce que les descendre par les escaliers c'est compliqué. Donc il y avait une porte-fenêtre qui nous a permis de les évacuer par le balcon avec un engin qui a permis de descendre les plaques de placo entre autres et les portes. Il y avait à disposition un ascenseur mais un peu petit, donc les rotations étaient assez nombreuses. Donc ça crée quelques difficultés et en tout cas un rythme assez important pour pouvoir retrouver ces solutions-là. Donc ça, c'est pour la partie réemploi et la partie recyclage des déchets. Donc la partie réemploi qui concerne vraiment les produits d'équipement matériaux, premier volet des ressources. Et le deuxième, à laquelle on attache aussi également une importance, c'est le recyclage des déchets. Et dans ce cas-là, donc on a pu avoir affaire donc à des déchets d'ameublement. On a pu réemployer une très grande quantité du mobilier présent sur place, mais malgré tout, il reste toujours quelques mobiliers qui n'ont pas pu partir en réemploi. Donc ceux-là, on a pu les valoriser en recyclage. Les plaques de plâtre, papier, carton, les portes également, et puis les déchets d'équipements électroniques et quelques plastiques, les goulottes PVC par exemple, que vous pouvez voir dans un petit encart à gauche, en bas, qui sont aussi voilà, des éléments intéressants à pouvoir valoriser dans la mesure où on ne peut pas les recycler. Donc cette opération en tout cas nécessite forcément une traçabilité essentielle et importante. Donc aujourd'hui on travaille avec deux types d'outils. L'un bordereau de suivi des déchets, aujourd'hui bien connu, mais également un bordereau de suivi des matériaux, aujourd'hui non réglementaire. Enfin en tout cas il n'y a pas d'obligation réglementaire de le faire, mais on s'y attache une importance essentiel puisque voilà, on traite de la matière qui a besoin d'être suivie. Donc la maîtrise d'ouvrage a en sa possession le bordereau de suivi des matériaux, au même titre que celui des déchets. Également une convention de cession à titre gracieux. Aujourd'hui, on a fonctionné sur cette opération sous forme de don et cette convention de cession permet le transfert de responsabilité entre la maîtrise d'ouvrage et le repreneur qui prend possession de ces matériaux-là, dans lesquels ils ont eu donc là, on était sur 9 filières, et bien il y a eu 9 conventions de cession et 9 bordereaux de matériaux. Et puis le registre des déchets qui aussi également est transmis et est important dans le cadre des déchets. Là, ensuite, on a merci Christelle. Ensuite, on a la 7e étape identifiée, la sensibilisation. C'est une étape vraiment importante. Sur ce chantier, on a eu l'occasion d'organiser une visite de chantier qui a réuni à peu près une centaine de participants, donc des acteurs du bâtiment et de l'économie circulaire, afin de sensibiliser et former à l'importance du tri à la source et à l'importance de la valorisation des matériaux et des déchets dans ce type de déconstruction. On n'aura pas le temps de vous le présenter aujourd'hui, mais on a fait réaliser une vidéo time-lapse de la déconstruction de ce chantier que vous pouvez retrouver donc soit en scannant le QR code, elle dure 2 minutes à peu près,
ou sur notre chaîne YouTube, donc Try & Collect. Donc, ça peut être intéressant de voir les différentes étapes illustrées en vidéo. Et sur ce chantier, on a également quelques articles écrits qui illustrent effectivement tout ce qu'on a pu mettre en place sur ce chantier et les différentes étapes d'intervention de Try & Collect. Et donc enfin, peut-être pour résumer un petit peu, dans le cadre d'une opération de ce type, les différents enjeux, à quels enjeux réellement on peut répondre aujourd'hui. Alors il y a l'enjeu réglementaire qui a été évoqué par Anaïs en premier lieu, en donnant vraiment en fait réponse à la hiérarchie des modes de traitement. Il y a le diagnostic PEMD là qui est fait par des diagnostiqueurs et des bureaux d'études bien spécifiques. Hein. Mais ce diagnostic-là préconise évidemment très fortement, enfin en tout cas oblige à faire une réflexion autour de la hiérarchie des modes de traitement, donc dont la première marche est la sensibilisation, la prévention des déchets, mais la deuxième très rapidement est celui du réemploi, puis ensuite de la réutilisation et du recyclage, pour finir par une solution malheureusement ultime qui est l'enfouissement et l'incinération. Donc ce type d'opération, en tout cas la manière dont aujourd'hui on procède, peut répondre à cette obligation-là, évidemment celui du tri 7 flux, puisqu'aujourd'hui on a réussi à réellement pouvoir trier plus de 7 flux sur ce type d'opération. On doit être en moyenne à peu près à 10 ou 11 flux catégorisés. L'enjeu qui est celui de l'enjeu donc environnemental, puisqu'on l'évoquait, 30% ont pu être donc fléchés vers le réemploi, qui est sur ce type d'opération un très bon résultat, qui a nécessité effectivement de l'engagement et de l'investissement, qui met quand même un très bon résultat et qui aussi a été guidé par la maîtrise d'ouvrage qui a souhaité faire du réemploi in situ. Donc c'est bien aussi de soulever cet engagement-là, qui forcément favorise les résultats, un engagement social fort, enfin un enjeu social fort, puisque nous attachons réellement à pouvoir donc intégrer en tout cas les valeurs et les forces des territoires qui peuvent être les acteurs de l'ESS dans l'insertion, entre autres, et voilà, ils sont vraiment intégrés à notre chaîne de valeurs et contribuent fortement aussi à ce type de résultats-là, dynamique. Et puis enfin, alors un enjeu économique, oui, parce que tout ce qui n'est pas, tout ce qui est réemployé et trié, forcément, n'atterrit pas dans la benne DND, qui aujourd'hui va nous coûter de plus en plus cher. Donc il y a vraiment un enjeu économique fort. Aujourd'hui, on est à coût équivalent. Hein, faire du réemploi ne rapporte pas encore de l'argent, ou en tout cas c'est pas encore équilibré de cette manière-là. Mais pour répondre à tous ces enjeux réglementaires-là aujourd'hui, on est donc à coût équivalent d'une opération de déconstruction sélective, tout en mettant en avant ces différents éléments-là également. Donc voilà, c'est important vraiment de repositionner ce sujet-là dans sa globalité et de voilà, faire valoir tous ces leviers qui aujourd'hui nous animent. Donc j'en ai terminé, je crois. Oui, mais parfait, oui. On est dans les temps. Voilà, parfait, on est à peu près dans le bon timing et donc à votre disposition pour répondre aux questions aussi. Oui, n'hésitez pas. En tout cas. Peut-être juste remercier les acteurs avec lesquels on a travaillé sur cette opération, et puis je pense aussi à Jérôme qui est présent là, et puis P2I et Prémisse, parce que c'est vrai que ce sont des acteurs avec lesquels on avance, et c'est bien de sentir la dynamique. Voilà. Merci. Je vois que Mélanie Ramos a levé la main. N'hésitez pas à ouvrir votre micro pour poser une question ou à le mettre dans le chat. Oui, vous m'entendez, c'est bon. Bonjour à toutes les deux, bonjour Anaïs, bonjour Christelle. Voilà, bonjour. Merci déjà de nous faire un REX sur ce beau projet, et 90% de valorisation de matière et 30% de réemploi, c'est un bel objectif. J'ai une petite question par rapport aux matériaux que vous avez déposés. Et en réemploi surtout. Qu'en est-il sur ces matériaux que vous avez déposés? Est-ce que vous avez pu faire un peu de réemploi en in situ? Est-ce que vous connaissez un peu la suite de ces matériaux-là? Est-ce que ça t'est du ex situ? Est-ce que tu peux nous en dire plus, Christelle? Oui. Alors il y a eu du réemploi in situ et du réemploi ex situ. Le réemploi in situ, il s'est fléché sur les portes en fait. Il y avait un certain nombre de portes assez qualitatives, donc la maîtrise d'ouvrage a souhaité garder les portes pour son futur projet. Ils ont pu flécher aussi des extracteurs en fait. On avait des grilles de ventilation qu'on a déposées, donc ça aussi c'est quelque chose qu'ils peuvent réexploiter, et des dalles de faux plafond.
parce qu'il y avait un 3e étage qui avait été réhabilité il n'y a pas très longtemps, et effectivement avec une certaine qualité de matériaux. Donc aujourd'hui, ça s'est été stocké, et des cloisons, quelques cloisons aussi modulaires de plâtre. Donc ça a été un choix de la maîtrise d'ouvrage. Ça n'a pas été simple à mener, parce qu'entre la réalité, le choix de la matière au début, comment on le dépose et puis comment on le stocke, donc il y a forcément encore quelques ajustements à faire, parce que la partie en fait déconstruction n'a pas forcément l'habitude de travailler avec la partie construction. Donc il faut expliquer à l'un et à l'autre comment travailler ensemble, et que la partie construction, elle, voilà, la maîtrise d'œuvre avait ses idées en tête de dépose, et elle s'est rendue compte que les portes, il fallait choisir aussi le sens des ouvrants, etc. Enfin voilà, on est face aussi, et c'était bien de les voir sur le terrain à cette période-là, parce que on les voit pas toujours. Donc voilà, ça a été tout un cheminement tout le long du chantier. Je pense qu'on aurait pu faire plus de réemploi in situ, mais c'était déjà bien. Donc ça, c'est pour la partie in situ. Ex situ, en termes de diversité de filières, on a eu des plateformes, une plateforme comme Articonex. On a eu également des petites matériothèques, des associations, une entreprise. On a commencé à travailler avec Mastoc, qui aussi fait de la revente du coup auprès des particuliers. Et puis j'ai parlé d'associations, de petites entreprises, particuliers aussi également, concernant par exemple la laine de verre, qui permet de réisoler des combes ou des choses comme ça. Donc il y avait une grande diversité en fait d'acteurs. Et puis nous aussi. Pardon. Trien Collect. Et Trien Collect, tout à fait. En plus, alors je mets en plus cette information, parce que nous avons changé on devait changer. Le siège, en tout cas, a déménagé de Saint-Herblain vers Carquefert-Nantes, et on a pu réemployer les cloisons de plâtre, la moquette, dans nos nouveaux locaux. Donc on a des nouveaux bureaux avec du réemploi issu d'une opération de déconstruction à laquelle nous avons participé. Oui. Et du coup, ça m'amène à une autre question. Tu parlais de la phase construction, de la phase déconstruction, qui sont pas forcément en lien ou qui n'échangent pas forcément. Qu'en est-il du transport des marchandises entre les deux sites? Qui le prend en charge? Ouais. Alors là, c'est les filières qui ont pris en charge le transport. Les filières ont pris en charge le transport pour les réemplois ex situ. C'était du don. Donc l'ensemble de la maîtrise d'ouvrage n'a pas souhaité contractualiser la vente de ce type de matériaux, a accepté son transfert, la convention de cession et son transfert sous forme de don, en tout cas sous condition qu'effectivement les repreneurs viennent chercher les matériaux, en charge à nous de gérer la logistique, mais en tout cas ça s'est fait de cette manière-là. Mais sur du réemploi in situ, c'était sur le même site ou c'était sur le même site? C'était sur le même site, c'est stocké, voilà. Ils ont l'ambition de réaménager ensuite les bureaux. Alors, il y aura sans doute une contrainte de temps, de bonne conservation. L'idée, c'est aussi de soulever ensemble, en tout cas, les différents freins ou préconisations pour les suivantes. Il y a un problème, c'est stocké en fait en sous-sol. Donc, il y a des matériaux qui sont sans doute bien conservés, d'autres peut-être un petit peu moins. Donc, il y a vraiment cette précaution-là qui est parfois un peu compliquée. Donc, les portes et les gaines de ventilation, il n'y aura pas de souci. Stocker les cloisons de plâtre, sous-sol, c'est peut-être un petit peu moins l'idéal. Donc voilà, on est face à des contraintes de terrain auxquelles il faut anticiper. Merci. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. On a Jérôme qui nous précise le R. TV1B, ouais, c'est ressources pour le R. Ressources, voilà, j'ai eu un trou. Merci Jérôme. On n'a pas d'autres questions. Pas d'autres questions. Bon. Pour l'instant. Et on est dans le timing. Oui. Parfait. Merci Christelle. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire.